Voilà, ça y est, normalement je pense que nous sommes live. Bonjour à vous, bonjour et bienvenue pour ce 10e épisode, déjà 10e épisode de l'émission de la Hotline des freelances. Bien le bonjour à vous, j'espère que vous êtes en forme. Moi je suis en grande forme ce matin. Hop. Alors, ça va être une émission peut-être un petit peu spéciale parce que c'est les vacances en Île-de-France et ben oui, tiens, les enfants devaient être chez mes parents pour cette semaine. Coucou. Ça marche pas. Oui, tu as dû foutre là. et étant donné que ma maman n'a pas pu les garder finalement, eh bien, les enfants sont avec moi le matin cette semaine. Donc, eh bien, il se peut qu'il y ait des petites interruptions de personnages imprévus. Voilà, vous avez fait la connaissance de Juline à l'instant et il se peut qu'il y ait d'autres interruptions, donc par avance, ça peut être un petit peu intercoupé, je préfère vous prévenir tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que vous êtes en forme. On va avoir un programme sur 3 questions aujourd'hui. Je vais répondre à 3 questions. La première, c'est deux questions de Véronique Desrues. On va regarder son site web. Elle m'a demandé de donner un feedback par rapport à son site web. Donc on va aller regarder ça dans un instant. Elle m'a posé la question de savoir comment créer un bouton d'appel à l'action. Donc là aussi, eh bien, je prendrai le temps de répondre à cette question. La deuxième question, c'est une question de Cédric Vitali, qui est web designer. Et Cédric se pose la question d'entreprendre. Il aimerait pouvoir se lancer à son compte, mais quelque part, il a un petit peu peur de se lancer. On va parler de ce sujet-là. Et il se pose la question aussi, mais pourquoi est-ce qu'un client passerait par un web designer plutôt que faire son site lui-même? Et j'ai des éléments de réponse à t'apporter, Cédric. Donc, si tu es là aujourd'hui, eh bien, j'espère que ça va pouvoir t'aider. Et la troisième personne, c'est donc Valérie Charles, qui vend des prestations de formation auprès des entreprises, autres prestations, enfin prestations de services aux entreprises, et elle a des difficultés avec les prises en charge au PCA. Et donc ça, je pense que c'est aussi un sujet intéressant que je voulais aborder ce matin. Voilà pour le programme. Donc simplement, je vais mettre ici la vidéo en grand pour que je puisse voir vos commentaires en même temps comme d'habitude. Faites-moi signe si vous êtes bien avec moi, et je vais couper le son aussi, voilà. Voilà, mettez-moi un commentaire dans le chat, un petit bonjour pour m'assurer que tout est OK au niveau du son, que tout est OK au niveau de la vidéo. Et on va pouvoir comme ça ensuite, eh bien, attaquer. Merci Poupette. Hop là. Donc a priori de mon côté, tout est bon. Je vais basculer là. Et je vais basculer ici. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on attaque directement par la question de Véronique. Donc Véronique, elle m'a demandé d'analyser son site. Elle m'a dit, Véronique, j'ai créé mon site sur Wix et j'aimerais avoir ton avis sur celui-ci. Veux-tu aller jeter un coup d'œil, s'il te plaît? Je suis aussi sur Viadeo, LinkedIn et Facebook. Bon, je sais que c'est un peu long, mais tu dois pouvoir trouver avec Véronique Desrues, sophrologue. Effectivement, on peut te trouver, Véronique, en tapant directement ton nom et ton prénom dans Google, donc ça c'est une très bonne chose. Et la deuxième question qu'on verra après, c'est tu préconises dans plusieurs vidéos de créer un bouton d'appel à l'action pour créer un fichier client et pour avoir des contacts potentiels, et je trouve ça judicieux. Pourrais-tu me dire comment on fait pour créer un bouton d'appel à l'action? Eh bien ça, on va le voir également dans un instant. Donc, si on regarde ton site, le voici. Alors déjà, on n'est pas sur la page d'accueil. La page d'accueil, elle est ici. Voilà. Ça, c'est la page d'accueil de ton site que je trouve très jolie. Et si on analyse un petit peu comment elle est faite, cette page d'accueil, tu as dans un premier temps aussi... Le feu vert. Oui, tiens. Hop là. Non. D'accord. Donc il y a ici une citation de Galilée. On ne peut rien enseigner à un homme, on peut seulement l'aider à trouver ce qui est en lui. Oui, on fait pas de bruit ma chérie, c'est bien. On ne peut pas... Ah, je reviens ici juste, excusez-moi. Comme je vous l'ai dit ce matin, les enfants sont avec moi, donc il se peut. Les deux grands ont compris effectivement que pendant ce temps privilégié, normalement, ils font des coloriages. La plus petite qui a 3 ans et demi, eh bien, n'a pas encore tout à fait intégré le principe. Bref, la parenthèse est fermée, je reviens sur le site de Véronique. Donc, ce que l'on peut analyser, ce que je disais. Ici, donc, tu as une citation. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que ça partage finalement ta vision du monde. Partager une citation, c'est super intéressant dans le sens où ça transmet quelque part nos valeurs et ça transmet une partie de notre personnalité. Alors, on ne peut pas résumer notre personnalité en une seule citation, bien évidemment, mais malgré tout, le fait finalement de pouvoir mettre en avant des choses qui sont importantes pour nous, eh bien, ça permet comme ça de faire transparaître des choses qui nous tiennent à cœur, des choses qui sont importantes pour nous. Donc ça, c'est une très bonne chose. On voit effectivement qu'il y a aussi une photo de toi. Donc ça, c'est une très bonne chose aussi. Ça permet de rendre humain la relation. Et ensuite, ici, tu as effectivement des explications sur ce qu'est la sophrologie. On explique ici d'où vient la sophrologie et tu expliques finalement ce qu'est ta pratique.
Alors ça, c'est un petit peu... ça, c'est la chose finalement où on se rend compte... Les garçons, le vert. D'accord. Et je- Le truc, c'est qu'ici, quand tu parles de la sophrologie et de ta pratique, eh bien, tu parles de toi en fait. Tu parles de ce que ton métier, de ce que le moyen que tu proposes à tes clients est en fait. Et tu décris non pas ce que tu apportes, mais tu décris ce que tu fais en réalité. Et ça, je pense effectivement que même si c'est une information qui peut être importante pour quelqu'un qui ne connaît pas la sophrologie, c'est pas l'information que moi je mettrais en page d'accueil. Tu as une autre page qui s'appelle public. Et quand j'ai regardé, ça m'a tout de suite paru finalement beaucoup plus intéressant et beaucoup plus pertinent. Pourquoi ? Parce que tu expliques ici le contexte potentiel dans lequel peuvent se trouver tes clients. Tu dis, nos vies modernes, quelque peu bousculées, peuvent se voir atteintes par des maux que je vous propose de soulager naturellement. J'ai orienté ma pratique auprès de publics touchés par l'infertilité, la souffrance au travail et le sommeil, domaines parfois intimement liés. Chacun peut s'apaiser par la sophrologie, quelle que soit sa problématique, et devenir activateur de son bien-être. Je vous souhaite le meilleur, votre sophrologue. Là, la chose que je trouve intéressante, c'est cette notion effectivement de contexte. Tu expliques, tu essaies de connecter en fait à ton audience directement en parlant de ce qu'ils peuvent vivre. Ça, c'est une très bonne chose. La seule remarque que j'ai, c'est que atteinte par des mots, c'est bien, mais c'est général en fait. Et c'est très vague. Si tu arrivais à rendre ça beaucoup plus concret, ça serait encore mieux. Alors l'avantage sur cette page-là, c'est qu'on a du concret, puisqu'ici il y a marqué assistance à la procréation. Un peu plus bas, on voit sommeil. Et un peu plus bas, alors là, entreprise, c'est vague, on voit effectivement pathologie. Si tu peux dire effectivement, nos vies modernes, quelque peu bousculées, peuvent se voir atteintes par des maux tels que des problèmes pour faire des enfants, tels que des troubles du sommeil qui nous empêchent de nous reposer de manière convenable, tels que alors si je prends ici, des risques psychosociaux que l'on voit en entreprise parce que finalement nos équipes ou nous-mêmes ne sommes plus motivés au travail. Si tu arrives à rendre concret la phrase qui dit atteinte par des mots, ce sera encore plus percutant. Et quand je suis tombé sur cette page, je vais te dire pourquoi c'est tellement important finalement d'être dans le concret. Parce que quand j'ai regardé ton site pour la première fois, que je suis arrivé donc sur ta page de bienvenue ici, je me dis ok, d'accord, de la sophrologie, bon je connais le terme de sophrologie, mais je me suis dit ok, bon, une autre sophrologue finalement, il n'y a rien de spécifique. Ok, c'est encore une autre sophrologue, une énième sophrologue quelque part. Alors que quand je vais sur cette page-là, et que direct mon œil est attiré par une image avec assistance à la procréation, il se trouve que, c'est le hasard, mais il se trouve que j'ai un ami qui effectivement rencontre des difficultés depuis un certain temps pour faire un deuxième enfant. Et quand j'ai vu ça, tout de suite j'ai pensé à qui ? J'ai pensé à cet ami. Et je me suis dit, ah bah tiens, si ça se trouve, peut-être que Véronique, elle peut être quelqu'un d'utile pour mon ami. Et c'est tout à fait vrai ce que je suis en train de te dire. Et si tu vois, si j'étais resté sur cette page d'accueil, j'aurais jamais fait le lien. Je me serais juste dit, ok, sophrologie. Bon, très bien, sophrologie, encore une. Mais là, quand je vois tout de suite, durant ma pratique professionnelle, à un moment donné, tu parles de spécialité. Voilà, c'est ici. Durant ma pratique professionnelle de 12 années au centre d'AMP de l'hôpital américain de Paris, j'ai rencontré de très nombreux couples et j'ai souhaité orienter ma pratique sophrologue en faveur de ces couples et en faire ma spécialité. Ça, c'est excellent. Pourquoi ? Parce que je me dis, oh, bon sang, Véronique, c'est la spécialiste du sujet. Donc, mon ami auquel j'ai pensé directement quand j'ai vu assistance à la procréation, ben, je me dis peut-être que je peux le mettre en relation avec Véronique. Tu vois l'idée ? Donc ça, quand on peut mettre en avant le résultat qu'on apporte à nos clients, la transformation, ou en tout cas les bénéfices qu'on peut leur être utiles, tout de suite ça va parler à ton client potentiel, et même si moi je ne suis pas un client potentiel pour toi, eh bien j'ai pu en voyant ça, penser à des gens de mon réseau, et en l'occurrence un ami, qui lui pourrait être intéressé. Donc c'est là, j'espère que cet exemple-là, pour les personnes qui sont présentes, mais aussi pour finalement, comment dire, pour toi Véronique qui me pose la question, j'espère que ça permet de comprendre vraiment l'importance d'être dans le concret. Voilà pour cette première question. L'analyse que je voulais en faire, c'était sur ce site-là. C'est plus on va pouvoir mettre en avant dès le départ dans la page d'accueil les résultats qu'on apporte à nos clients et le bénéfice finalement qu'on peut avoir pour eux, plus on sera dans le concret et plus ça sera facile de capter leur attention et de faire mouche. Et même moi qui, encore une fois, suis pas un client potentiel pour le coup, en tout cas sur le domaine de la procréation pour le moment, parce que j'ai 3 enfants et on va s'arrêter là avec ma femme, on n'a pas le prévu d'en faire d'autres, eh bien ça peut peut-être effectivement intéresser les gens de mon réseau. Voilà, je vais en profiter également pour saluer Sergio qui est présent dans le chat. Hello Sergio, hello Christophe, hello Patrick, fidèle au poste, hello Benoît, salut Véronique. Alors une autre Véronique, Véronique Dussard. Bonjour à vous, merci pour votre présence. Voilà, est-ce que ça vous parle ce que je viens d'expliquer sur le site de Véronique? Alors j'ai pas l'impression que Véronique soit avec nous ce matin, mais je pense que ça peut vous servir quand même. Pardon? Qu'est-ce que tu dis chérie? Dis-moi, il va pas venir avec moi. Ben non, parce que Timothée, tu sais, là, papa, il est en direct.
avec des gens. Je veux faire caca. Eh ben, demande à Timothée qui t'aide à aller aux toilettes. Non, il veut pas. Alors, je vous demande une toute petite seconde. Il y a une urgence toilette. J'en ai pour une seconde d'aller. J'ai ça et je reviens tout de suite. Je vous prie ça. Non, excusez juste une minute. Moi, il veut pas. Voilà, désolé pour ce petit contretemps. J'ai confié la petite au grand. Voilà, désolé. Les joies du direct. Je voulais pas encore une fois décaler, donc je me suis dit bon c'est pas grave, je vais les prendre avec moi au bureau et puis bon il y aura des aléas, c'est la vie de papa preneur. Désolé si ça vous dérange, mais en tout cas quand on a les enfants avec soi, je voulais quand même concilier les deux. Je me suis dit je vais quand même le faire et puis voilà, ça rajoute de la vie finalement. C'est ça aussi la vie d'entrepreneur quand on a une famille. Eh bien il faut un petit peu jongler avec tout ça. Et voilà, on peut se remettre. Effectivement, Géraldine, le direct, tout simplement. Donc, j'ai pas vu de questions a priori arriver par rapport à l'analyse du site. Je vais répondre donc Véronique à ta deuxième question qui consiste à dire comment on fait un bouton d'appel à l'action. Alors en fait, un bouton d'appel à l'action, c'est ni plus ni moins qu'un lien en fait, en quelque sorte, qui peut y avoir. Alors attends, je voulais regarder. Voilà, quand tu as ici dans ta page, je vais revenir sur toi. Je vais afficher ton site. Voilà. Quand on est sur ta page contact, ici, tu as effectivement, tu as ici la possibilité pour tes visiteurs de te laisser un message. Ça, quand tu mets un appel à l'action, ça pourrait, au lieu de mettre simplement sur rendez-vous uniquement, tu peux mettre pour obtenir, je sais pas, je vais dire, alors si tu proposais par exemple une séance test ou une séance découverte, tu pourrais dire profitez d'une demi-heure de découverte de la sophrologie, remplissez le formulaire ci-dessous et demandez-moi et prenons rendez-vous ensemble. Ça, c'est un appel à l'action. Un appel à l'action, c'est simplement une phrase à l'impératif qui explique à notre visiteur ce qu'on attend de lui, ce qu'il doit faire. Donc, si tu veux qu'il t'appelle, un appel à l'action, il y aurait marqué appelez-moi. Donc, juste au-dessus, tu mettrais appelez-moi au 06, etc. pour pouvoir effectivement, prendre rendez-vous avec moi. Un appel à l'action, ça peut être tout simplement également un bouton. Si je vais sur, hop, je prends cet exemple-là. Si je vais sur mon site ici. Un appel à l'action, ça peut être également le fait de demander, comme je le fais ici, tu vois directement, recevez en cadeau un cadeau de bienvenue, un set de 6 fiches outils, entrez votre prénom et votre adresse email. Je m'inscris. Ça, c'est un appel à l'action. Entrez votre prénom et votre adresse email. Donc, en fait, un appel à l'action, c'est soit un lien vers un email où on demande à nos clients, enfin nos visiteurs de nous envoyer un email. Ça peut être de nous appeler. Ça peut être appelez-moi à tel numéro et réservez une session découverte. Ça peut être le fait de demander de laisser son prénom et son email pour récupérer un cadeau. Et donc, comment on fait concrètement? Donc là, toi, je sais que tu es sur Wix. Sur Wix, tu as certainement la possibilité de créer un formulaire d'inscription, comme tu le fais ici. Voilà. Et donc là, tu pourrais demander, comme tu le fais, tu pourrais proposer soit un cadeau gratuit, soit simplement de demander que tu les rappelles. Tu pourrais mettre demander à ce que je vous rappelle en laissant vos coordonnées ci-dessous. Et là, tu mets un bouton je souhaiterais être rappelé. Là, le bouton envoyer, le problème, c'est qu'il n'est pas visible en fait. Et donc du coup, là, cette page-là, l'appel à l'action ne ressort pas. Et le conseil que je peux donner sur cette notion d'appel à l'action, c'est que sur ta page de capture, sur ta page d'accueil, pardon, excuse-moi, il faut que l'appel à l'action arrive très vite. Tu vois, regarde, quand on arrive sur ma page ici, directement en dessous de ce qu'on appelle, alors mince, c'est un nom technique que je mange, du coup que j'oublie. Ceux qui sont présents pourraient peut-être le dire. D'ailleurs, Patrick, peut-être que tu sais, il y a un lien en fait, le bas de la page a un nom et l'appel à l'action doit se trouver au-dessus du bas de la page. Il ne faut pas que mon visiteur ait besoin d'aller tout en bas de ma page pour le trouver. Là, quand mon visiteur arrive directement, il voit en grand et j'ai fait volontairement un fond blanc et un bandeau bleu pour que ça ressorte. Donc plus ton appel à l'action sera visible, plus effectivement il y aura de chances qu'un visiteur réponde à ton appel à l'action. Est-ce que je suis clair ou pas par rapport à tout ça? Pour vous qui êtes présente là en direct dans le chat, parce que je pense que Véronique, tu regarderas du coup en replay, parce que j'ai pas l'impression que tu sois présente avec nous ce matin. Est-ce que c'est clair ce que je viens d'exprimer? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui, merci Patrick, je savais que tu étais l'homme de la situation. La ligne de flottaison, je te remercie. La ligne de flottaison, c'est ce principe où quand un visiteur arrive sur votre site
Et la première chose qu'il doit avoir à l'écran, qu'il doit tenir dans l'écran, eh bien, la barre, la ligne de flottaison, c'est le fait que si je dois aller descendre la page vers le bas pour trouver d'autres informations, eh bien, ce n'est pas bon. Il faut que tous les éléments les plus importants, l'appel à l'action que vous voulez passer, soit au-dessus de la ligne de flottaison. Voilà. Véronique, ça se trouve au-dessus de la ligne de flottaison. Bah voilà, Véronique, exactement. C'est le terme que je cherchais. Je l'avais oublié au moment de l'explication. C'est clair pour Patrick. Alex, ton site est vraiment bien construit. Bah écoute, merci beaucoup. C'est un site très simple qui a uniquement pour but. Moi, je me sers de mon site uniquement comme récupération de contacts au niveau des fiches outils et simplement également de pouvoir mettre en avant les sessions et ce que je peux proposer. Mais en réalité, toute ma stratégie de présence en ligne, ma stratégie web marketing ne s'appuie pas en fait sur ce site davidvenink.fr. Il a uniquement pour vocation finalement d'être là pour ceux qui me cherchent dans Google en réalité. Parce que ma stratégie de présence, c'est plutôt YouTube, les lives comme je fais aujourd'hui sur Facebook et le trafic au travers des publicités Facebook également. Voilà, ça c'est vraiment le cœur de ma stratégie de développement. Caro, très clair et touchant ce direct. Bah, écoute, merci. Ce qui est important pour moi, que ce soit clair. Là, le fait que les enfants soient présents, c'est exceptionnel. Mais encore une fois, il faut effectivement jongler avec sa vie d'entrepreneur papa ou maman, hein, parce que quand on est une mompreneur ou une papapreneur, c'est le même principe. Voilà. Alors, Alex, j'ai mis en pratique la formation et toi tu fais quoi dans la vie sur mon site. Ok, génial. Ça veut dire que tu as intégré directement dans le site les éléments de contexte, de parler de toi de parler de ce que tu apportes au lieu de parler de toi. Donc ça c'est très bien. Que proposes-tu concernant la longueur d'une page de présentation produit? Demande Benoît. Que proposes-tu concernant la longueur d'une page de présentation produit? C'est bonne question. Il n'y a rien de spécial qui me vient sur une page de présentation produit. Mon avis sur le sujet, c'est que si c'est une page de, si c'est juste une page de présentation produit qui n'a pas pour objectif de donner un appel à l'action, ce n'est pas une page de vente du produit, quelque part, il n'y a pas de longueur particulière. Et d'ailleurs, même si c'était une page de vente, je pense que le plus important, c'est que les éléments les plus forts qui vont donner à un visiteur ou un prospect l'envie d'acheter doivent être au départ. Après, l'idée, c'est toujours se dire, un prospect, il a besoin de toutes les informations jusqu'au moment d'acheter. Il a besoin que je l'accompagne dans sa prise de décision. Et donc, il y a plusieurs niveaux de maturité. Encore, on l'a vu, il y a les prospects qui sont chauds, les fruits le plus mûrs et qui sont prêts, qui eux, ils vont voir quelques informations, boum, ils vont cliquer sur le premier appel à l'action et ils vont acheter. Ou alors, ils vont rentrer en relation avec nous pour demander un entretien téléphonique. Donc, ils n'auront pas besoin de plus. Donc, très bien. Le premier appel à l'action doit arriver très vite. Après, le reste de la page, elle sera jamais suffisamment longue, entre guillemets. Parce que ce qui va arriver derrière, par exemple, le deuxième niveau d'information avec un deuxième appel à l'action va être pour les personnes qui auront besoin de plus, de se faire rassurer, qui auront besoin d'avoir un petit peu plus de temps, d'avoir un petit peu plus d'informations avant de prendre leur décision. Et donc, ces gens-là, ils vont avoir besoin d'un petit peu plus d'infos. Et si le deuxième appel à l'action leur suffit, ils vont, boum, pouvoir cliquer dessus et t'atteindre. Et s'il y a encore des gens qui ne sont pas encore suffisamment convaincus, qui ont encore besoin d'être rassurés, qui ont besoin de garanties, qui ont besoin de preuves, de témoignages clients, tout ce qui va faire en sorte finalement qu'ils vont avoir confiance dans le fait de prendre rendez-vous avec toi, d'acheter ton produit, d'aller voir peut-être un autre contenu que tu proposes, peu importe le type d'appel à l'action, eh bien, il n'y a pas c'est jamais suffisamment long en fait. Par contre, il faut avoir quelque part un déroulé, un processus de vente en quelque sorte qui corresponde à tous ces profils-là. Des gens qui sont prêts à acheter, donc qui dès le départ peuvent effectivement, quand je dis acheter, c'est pas forcément acheter de manière monétaire. Si ce que je veux vendre, c'est le fait d'aller voir une vidéo YouTube, eh bien, je vends le fait que ma vidéo elle va être intéressante, clique sur le lien pour aller la voir. Donc, il faut que très rapidement la possibilité que quelqu'un qui est prêt puisse le faire et que la suite de ta page, eh bien, donne des informations pour rassurer et donner encore plus confiance aux personnes qui ne sont pas encore prêtes. Est-ce que je suis clair dans ma réponse, Benoît? Est-ce que ça répond à ta question? Hello, j'ai vu qu'il y a également Thomas qui nous rejoint. Salut Thomas, merci pour ta présence. Et oui Thomas, et toi aussi qui es un papapreneur, tu nous rejoins en cours de route, peut-être, je t'avertis, peut-être qu'il va y avoir des invités surprises qui ont du feutre sur la joue, je ne sais pas ce qu'ils font, ils sont en train de s'écrire les uns sur les autres, mais voilà. Super, merci David, on se verra à Paris bientôt, sauf erreur. Eh bien, avec plaisir. À Paris, à quelle occasion? Sur peut-être la NBS Live, la Neuro Business School Live de début mars.
Si c'est ça auquel tu penses, eh ben oui, on se verra à cette occasion. Si c'est l'occasion également du 21 février, puisque j'anime, je co-organise avec Maxence Bernard, le directeur de l'agence de portage salarial RH Solutions 78, on organise une soirée réseau le 22 février à Saint-Quentin en Yvelines, et plus précisément au Vélodrome de Saint-Quentin, un lieu magnifique. Bon, c'est la deuxième fois qu'on va faire l'événement ici et c'est juste génial. Donc peut-être que c'est à cette occasion également qu'on pourra se voir. Oui pour la NBS, eh bien oui, avec plaisir, on se voit à la NBS Live, Benoît. Si c'est calme avec les enfants, c'est qu'ils font quelque chose de travers. Il y a du vrai là-dedans, souvent effectivement, il y a ça là, il y a cela. Bien, donc voilà pour Véronique. Véronique, j'espère que ça t'aide. J'espère que ça te permet d'avoir un peu plus d'infos. Oui, une autre info que je voulais te donner. Si ton site ne permet pas d'avoir un appel à l'action, ne permet pas de faire soit un bouton, soit un lien, il y a des outils clés en main qui permettent de le faire. Je pense par exemple à LearnyBox. Moi aujourd'hui j'utilise cet outil-là, LearnyBox, qui est un outil qui permet de créer des pages marketing. Et ça, c'est un outil clé en main qui permet de faire des pages de capture pour récupérer l'email de nos prospects. Ça permet de créer n'importe quel type de page avec des boutons dans l'appel à l'action, quel qu'il soit. Il y a un autre outil américain qui s'appelle Leadpages. Alors moi, j'aime beaucoup utiliser les outils français, le plus possible, j'utilise les outils français. Et l'outil de Lorenzo Pancino est un outil génial, LearnyBox, donc moi je le recommande chaudement. Mais il y a d'autres outils comme par exemple Leadpages. Si tu étais sur WordPress, pour ceux qui sont sur WordPress, il y a des plugins sur ces sites-là, comme par exemple OptimizePress. Enfin, il y en a des tonnes. Hein, je fais pas de pub, je gagne pas d'argent à les citer, mais c'est juste pour pouvoir effectivement donner des pistes de réflexion. Voilà. Donc si ton site ne permet pas de le faire en direct, eh bien trouve des outils complémentaires qui peuvent le faire. Voilà, donc je vais passer maintenant à la deuxième question qui m'a été posée cette fois-ci par Cédric. Donc Cédric, tu me dis: bonjour David, je m'appelle Cédric et je veux me lancer en freelance. Eh bien écoute, c'est une très bonne idée Cédric, je t'encourage. Cela fait un moment que je te suis, tu m'inspires, j'adore ce que tu fais, merci beaucoup. Peut-être que tu peux m'aider sur un point. Je me pose plein de questions ces temps-ci, un peu trop même. J'ai soif d'entreprendre, mais j'ai peur que ça foire. Alors avant d'aller un petit peu plus loin dans les questions concrètes que tu me poses, je voulais quand même revenir sur ce sujet. Tu me dis: j'ai soif d'entreprendre, mais j'ai peur que ça foire. Déjà, première chose, c'est normal d'avoir peur que ça foire, et c'est pas grave. Je pense que la peur, c'est ni plus ni moins qu'un indicateur. Et heureusement en fait qu'on ait peur, parce que si on ressent pas de peur, ça veut dire que finalement on peut aller potentiellement droit au casse-pipe. Parce qu'imagine que si on n'a pas de capteur sur la main, on met la main sur un poêle brûlant, sur une cheminée brûlante. Et finalement, il se passe rien, on n'a pas de douleur. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que notre main va prendre feu et puis nos vêtements vont prendre feu, il va se passer quelque chose de dramatique. Le fait que notre cerveau nous dise: hey, attention, tu as mal, ou attention, tu peux te brûler, c'est un super indicateur. Ça veut dire que attention, si tu fais ça, il peut se passer quelque chose de dangereux. Le seul danger de la peur, entre guillemets, c'est qu'on reste figé dans sa peur. C'est que cette peur nous empêche d'avancer. Mais à partir du moment où on voit la peur comme simplement quelque chose qui nous dit: attention, c'est important pour toi, attention, tu y mets du cœur, tu y mets tes tripes et tu n'as pas envie d'être déçu. Si on voit ça uniquement comme une alerte quelque part pour nous dire: c'est quelque chose d'important pour toi et tu as envie effectivement d'avancer, eh bien ça va. Mais la seule chose, c'est de dire: ok, j'ai peur et c'est normal d'avoir peur parce que j'aimerais atteindre quelque chose et évidemment c'est important pour moi, donc j'ai pas envie de me rater. C'est normal, mais il faut pas que ça te fige en fait. Et moi, quand je me suis lancé aussi en freelance, il y avait aucune garantie que ça fonctionne. Et moi aussi, j'avais cette peur finalement de me dire: peut-être que finalement ça va pas marcher, je vais devoir retourner sur un emploi qui va pas forcément me plaire au départ, mais c'est pas grave. La seule chose, c'est de se dire: je pense que je peux y arriver, je crois au fait que je peux y arriver. Et qu'est-ce qui est pire finalement? Est-ce que c'est pire d'essayer et de se planter, ou de ne pas essayer et finalement de regretter de ne pas l'avoir fait? Moi, je pense que pour moi en tout cas, je préfère avoir des remords que des regrets. Je préfère essayer et me rater, parce que finalement un échec, c'est jamais, et moi j'aime pas le terme d'échec, mais un insuccès temporaire, c'est jamais définitif. Et dans ce que l'on entreprend, si demain tu dis: ok, j'essaye d'entreprendre, j'essaye d'aller vendre mes sites web, parce que c'est ce que tu vends a priori, et que ça ne fonctionne pas, dans tous les cas, sur le chemin que tu auras parcouru, tu auras appris des choses. Tu auras osé, tu auras étendu ta zone de confort, tu auras rencontré des nouvelles personnes, tu auras appris peut-être au fait que, oui, effectivement, la vente, c'est peut-être pas quelque chose que je connais, mais j'ai essayé des choses et j'ai progressé sur ce chemin de la vente. Peut-être que tu auras appris des techniques de marketing, peut-être que tu auras rencontré dans des réseaux des gens qui t'auront appris des choses, des gens qui t'auront rassuré, qui t'auront réconforté dans le fait que eux aussi, ils ont peur. Parce qu'on a tous peur finalement. La personne qui a pas peur, c'est une tête brûlée.
Et si ça marche pour elle, tant mieux. Mais quelqu'un qui n'a pas peur, eh bien, elle se rend pas compte du danger. Et donc, elle va peut-être prendre des mauvaises décisions. Alors que la peur, ça peut nous permettre justement de prendre des décisions en disant, ok, eh bien, j'ai peur d'aller là, mais si je sais que j'ai peur d'aller là, c'est peut-être parce que c'est important pour moi. Et il y a un dicton qui dit, tout ce qui est important pour nous se trouve derrière nos peurs. Et ça, je pense que c'est très vrai. Et donc, si tu as cette peur-là, ça veut dire que c'est important pour toi. C'est juste un indicateur qui te dit, ça vaut le coup d'essayer. Si tu as peur de le faire, ça veut dire que c'est parce que c'est important pour toi, ni plus ni moins. Voilà, j'espère que ça va t'aider. Et il y a Véronique qui nous dit, un insuccès peut tout de même avoir des répercussions parfois très délicates à gérer. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il peut y avoir effectivement des répercussions. Mais, comment dire, il y a un dicton que je partage souvent qui dit, je crois que ma vie est faite à 10% de ce qui m'arrive et à 90% de ma réaction face à ce qui m'arrive. Et donc, quel que soit l'échec ou la difficulté qu'on va rencontrer, ce que l'on va faire de cet échec, ça dépend uniquement de notre réaction face à ça. Ni plus ni moins. Si demain, j'ai partagé la dernière fois ma peur de rater une conférence, parce qu'il y avait un enjeu fort, et bien si j'avais raté, ok, peut-être que mon client aurait été mécontent, peut-être qu'il y avait 300 personnes dans la salle qui auraient été mécontentes, mais comment j'aurais pu finalement transformer cet échec en cadeau? Comment j'aurais pu faire en sorte que cet échec me soit positif pour l'avenir? Donc à partir du moment où finalement il nous arrive un fait, et ça n'est un échec que si on considère que c'est un échec. Moi je pars du principe que tout ce qui nous arrive ne sont que des faits positifs, des faits un peu moins positifs, mais à partir du moment où on transforme un fait en quelque chose de positif, bah, ça ne devient plus un échec. Voilà, ça c'est ma vision en tout cas des choses. Voilà ce que je voulais partager avec toi sur cette notion-là. La deuxième question dont tu me parles, mince, hop, je clique pas sur le bon clavier. Tu dis, mon interrogation permanente, comment vendre de la création de sites à des entrepreneurs vu le nombre d'outils pratiques pour débutants, gratuits ou peu chers, exemple Wix, Squarespace, etc. Je maîtrise pas mal WordPress et je comptais vendre du WordPress. Mais je me dis, quel intérêt pour le client? Il faut avoir des besoins spécifiques, blog, e-commerce, fonctionnalités avancées. Pour un auto-entrepreneur qui a besoin d'une présence en ligne, je me dis qu'un simple site sur ces types de plateformes, suffit. Donc je ne vois pas comment faire mon approche et convaincre des clients potentiels à passer par un web designer plutôt que de faire son site lui-même. Je vais laisser cette diapo affichée en fait pendant que je donne ma réponse. Il y a deux choses en fait qui moi me frappent, c'est que tu as déjà quelque part des éléments de réponse dans ta question. La première chose, tu me dis, pour un auto-entrepreneur qui a besoin d'une présence en ligne, je me dis qu'un simple site sur ces types de plateformes suffit. Eh bien, c'est possible, oui. Effectivement, il y a certains entrepreneurs qui n'auront pas besoin d'avoir un site web et qui vont vouloir le faire par eux-mêmes. Et si c'est ces entrepreneurs-là, effectivement, auxquels tu penses, ce n'est pas ta cible en fait. Toi, la cible que tu cherches, ce sont des personnes qui ont effectivement besoin de déléguer cette partie peut-être là. Il y aura effectivement dans ton panel de clients des gens qui vont le faire eux-mêmes et ce ne sera pas ta cible. Et il y aura des gens qui seront capables de le faire malgré tout parce qu'effectivement, oui, il y a des outils aujourd'hui qui sont simples mais qui n'auront pas tout simplement envie de le faire. Il y a des entrepreneurs qui auront envie de déléguer cette partie technique parce qu'ils n'aiment pas ça, parce qu'ils n'ont pas envie de le faire ou tout simplement parce qu'ils savent le faire mais ils pensent que, eh bien, ils ont mieux à faire que de gérer cette partie technique. Donc finalement, même si effectivement tu vois le verre à moitié vide en disant oui mais attends il y a des outils faciles à maîtriser et quelque part gratuits, c'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder c'est que ces gens-là, c'est pas ces gens-là qui t'intéressent. Toi, les gens qui t'intéressent, ce sont les personnes qui ont effectivement certes peut-être un besoin spécifique et là tu mets le doigt donc c'est ça que je voulais te faire remarquer tu as presque la réponse déjà. Toi, ton client idéal, il a déjà conscience qu'il a des besoins spécifiques. Il a conscience qu'il veut créer un blog. Il a conscience qu'il veut peut-être avoir un site de e-commerce ou des fonctions avancées sur son site. Et donc, peut-être qu'il ne sait pas le faire, ça. Ou peut-être qu'il sait le faire, mais encore une fois, il n'a pas envie de le faire. Eh bien, toi, c'est ces gens-là qui t'intéressent. Il faut que tu focalises toute ton attention sur qui sont les clients qui ont le plus besoin de moi. C'est pas les clients qui n'ont pas d'argent. C'est pas les clients qui savent le faire, qui veulent le faire, qui prennent du plaisir à le faire. C'est pas ces gens-là. C'est pas les clients qui veulent du tout gratuit. Toi, ton client idéal, c'est un client qui a un besoin spécifique et qui aussi ne veut pas le gérer lui-même. J'espère que ça t'aide par rapport à ça. Et je vais revenir face caméra. Je vais donner mon exemple concret. Aujourd'hui, je sais mettre en place des pages web. Je sais effectivement gérer le WordPress, c'est facile. Et pourtant, je travaille avec quelqu'un sur mon site WordPress, le site david.venin. Quand j'ai besoin d'ajouter une page, je sais le faire, mais je préfère demander à quelqu'un qui sait encore mieux le faire que moi, qui sera beaucoup plus rapide et qui sera beaucoup plus compétent pour le faire, à le gérer en fait. Parce que peut-être que moi, où je vais passer 1 heure, 1 heure et demie à le faire, lui va peut-être le faire en 10 minutes. Et donc,
ça le fait travailler lui. Moi, ça me permet d'économiser 1 heure et demie de mon temps, que je peux investir sur quelque chose sur lequel j'aurai beaucoup plus de valeur ajoutée. Peut-être qu'en 1 heure et demie, je vais écrire un email pour ma liste et donc générer du business. Peut-être que je vais créer une page marketing sur Learnybox et donc ça, c'est aussi quelque chose que moi, je préfère faire. Donc même si je sais gérer mon site WordPress, pour le coup, je préfère le déléguer. Est-ce que je suis clair, Cédric? Donc, l'idée, c'est de se dire, oui, dans ton marché, il y aura des gens qui n'auront pas besoin de toi. Et c'est normal. Et c'est pas ces gens-là sur lesquels tu dois te focaliser. Ta vraie question que tu dois te poser, c'est qui sont les personnes qui ont besoin de moi? Et tu vois, tu as une partie de la réponse. Les gens qui ont besoin d'un blog, les gens qui veulent faire un site de e-commerce ou les gens qui ont besoin de spécificité. Et quelque part, ce que tu vends, c'est pas tes compétences WordPress. Ce que tu vas vendre, c'est quoi? C'est le fait que tu vas faire gagner du temps à des chefs d'entreprise dont ce n'est pas le métier de faire du développement web. Ce que tu vends, c'est le fait que ce que eux vont faire en un jour, toi, tu vas leur permettre de le livrer peut-être en 1 heure, en 2 heures, en une demi-journée. Tu vas leur raccourcir finalement leur projet. Moi, si demain j'avais un projet de créer, je sais pas, un blog sur mon site, eh bien, je pourrais le faire, mais encore une fois, peut-être qu'il faudra que je me renseigne, je me forme, je trouve comment faire. Et si je trouve quelqu'un qui est capable de me le faire pour moi, eh bien, au lieu de mettre 1 mois à sortir mon blog, bah, grâce à toi, peut-être que je pourrais mettre qu'une semaine, ou je pourrais mettre que quelques jours. Donc, du coup, je gagne du temps, et peut-être que je vais pouvoir aller plus vite qu'un de mes concurrents. Tu vois l'idée? C'est qu'il faut que tu réfléchisses en termes toujours de qu'est-ce que tu apportes à tes clients en termes de gains, en termes de bénéfices, et pas en termes de savoir-faire. Ton savoir-faire, ce n'est qu'un moyen pour tes clients d'obtenir un résultat. Et c'est ce résultat sur lequel tu dois te focaliser. Voilà, Cédric, la réponse que je voulais te donner. Hello, monsieur Carrier. Ravi de te voir sur le live. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est une très belle citation et tu as tout à fait raison, Cyril. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est une très belle mentalité, une très belle façon de voir les choses. Ça me fait plaisir de voir aussi des Lyonnais dans la salle. Il y a d'autres Lyonnais d'ailleurs, je crois. Patrick, j'ai mis des mois à comprendre ce que tu viens de dire, chercher le besoin spécifique et non faire un site avec WordPress pour mes clients. Bravo Patrick, c'est exactement ça. Tu ne fais pas un site WordPress pour tes clients. Tu réponds à un besoin. Tu réponds à quelqu'un qui a besoin de rentrer sur un marché plus vite que ses concurrents. Voilà, enfin, je vais pas le refaire tout le pitch parce que je viens de l'expliquer. Mais voilà, c'est exactement ça Patrick. Tu réponds à un besoin spécifique, soit à un objectif, soit à un problème que tu résous. Et donc Cédric, c'est la même chose pour toi. Voilà. J'espère que ça t'aide. Dis-moi si ça répond pas directement à ta question ou si tu veux rentrer un peu plus en détail sur le sujet. Hop, nous en sommes ici. Je vais répondre maintenant, décidément, à la dernière question de ce matin, une question de Valérie qui me dit « Bonjour David, je m'y remets cette semaine. Difficile de trouver le temps, mais j'ai appliqué certaines techniques déjà et je pense que ça porte ses fruits. Bien, écoute, ravi si ce que je partage, ça te permet de te développer. Concernant mon objectif professionnel, je suis kiné et je propose des formations en entreprise en prévention des risques. Pardon, excuse-moi, parce que j'étais en train de pousser quelque chose sur ma fenêtre qui me gêne. Voilà. En entreprise, en prévention des risques d'accidents et maladies professionnelles, certains OPCA, donc des organismes de prise en charge agréés, prennent en charge une partie et d'autres non. J'essaie donc de vendre ma formation même quand il n'y a pas de prise en charge. C'est difficile, il faut que je trouve un discours pertinent. C'est une question que j'ai trouvée, alors c'est très intéressant. C'est pas une question en fait à vrai dire que tu me poses, c'est un fait, mais j'ai voulu prendre en fait ce message parce que je trouve que c'est un sujet très important. Et tu vas voir, on va revenir exactement sur ce que je viens de dire auprès de Cédric. La première chose que je veux dire, c'est que je pense que il ne faut jamais utiliser l'argument de la prise en charge pour vendre notre savoir-faire. Parce que si demain, il y a des changements de règles, des changements de normes et que les prises en charge ne sont plus possibles, eh bien ça veut dire que quelque part on est déstabilisé, on n'a plus d'argument de vente. La prise en charge, à mon sens, ce n'est que la cerise sur le gâteau. Ce n'est que quelque chose de génial qui va peut-être être le déclencheur d'achat en plus. Mais le client est déjà convaincu de ce qu'on va lui apporter. Ce que tu apportes à ton client, encore une fois, ce n'est pas que ta prestation va lui être gratuite ou que sa prestation va lui coûter que 20% de son prix parce qu'il peut se faire en charge. Il faut que tu mettes en avant ce que ça apporte à tes clients. Encore une fois, comme je viens de le dire pour Cédric, Cédric apporte du gain de temps, apporte le fait que je vais me focaliser sur mon métier et que je ne vais pas me préoccuper de la partie technique. Toi, ce que tu apportes, c'est quoi dans ton métier? Dans les risques psychosociaux, ce que tu apportes, c'est le fait peut-être que les collaborateurs vont se sentir mieux au travail, vont avoir le bonheur au travail et donc vont être beaucoup plus impliqués. Au lieu de partir le soir à 16h en se disant « Ah, j'ai hâte de partir, j'en ai ras-le-bol de mon job, je veux rentrer chez moi », ils vont tellement être bien dans leur job qu'ils vont arriver 16h et vont dire « Punaise, déjà !»
j'ai pas envie de partir. Et peut-être qu'ils vont partir qu'à 16h30, qu'à 17h. Ils vont peut-être avoir envie d'être impliqués dans des projets. Ils vont être beaucoup plus force de proposition. Et donc, pour ton client qui est le DRH ou le chef d'entreprise, du coup, il va avoir une force humaine beaucoup plus impliquée, beaucoup plus motivée. Ça sera plus agréable pour lui. Et en plus, il aura une entreprise qui sera certainement plus innovante, une entreprise qui va se développer, une entreprise qui va dégager une image positive sur son marché. Parce que si aujourd'hui les collaborateurs qui sont en contact des clients, à l'équipe commerciale, à l'équipe de production, à l'équipe de service après-vente ne sont pas motivés, généralement ça se ressent chez les clients. Les clients ressentent quand il y a une mauvaise ambiance dans l'entreprise. Et donc ça nuit à l'image de l'entreprise auprès des clients. Mais si toi tu permets à ton client d'avoir une bonne ambiance dans son entreprise et faire en sorte qu'il y ait moins de turnover, il y ait moins d'arrêt maladie, que les clients sentent que punaise c'est génial, il y a une bonne ambiance dans l'entreprise, tout ça, ça va avoir des impacts extrêmement positifs sur le business de ton client. C'est ça que tu vends. Et si en plus tu dis, et monsieur le client, tu donnes l'accord quelque part, tu dis, voilà monsieur le client, voilà ce que je vous propose et voilà ce que ça va vous apporter. Et si ton client dit, ça m'intéresse, on y va, si tu as déjà l'accord du client et qu'en plus tu lui dis, monsieur le client, j'ai une bonne nouvelle. C'est que si vous êtes conscient que ça vous apporter quelque chose de positif pour vous, et bien en plus, sachez que vous allez avoir la possibilité de vous faire prendre en charge. Là, c'est le double effet qui se coule. Tu apportes une surprise complémentaire. Et en termes d'expérience client, tu n'es pas dans j'utilise la prise en charge comme un argument de vente, mais j'utilise la prise en charge comme la cerise sur le gâteau. Et même, quelque part, dans une technique d'argumentation de vente, si tu dis, monsieur le client, est-ce que vous êtes convaincu que notre collaboration va vous permettre d'obtenir tel et tel et tel bénéfice que vous voulez? Est-ce que vous êtes convaincu que si on travaille ensemble, vous allez diminuer par, je vais dire une bêtise, les chiffres c'est arbitraire, mais c'est juste pour l'exemple, vous allez réussir à diminuer de 10% votre turnover. Est-ce que vous êtes convaincu que si on travaille ensemble, eh bien, vous allez pouvoir avoir une image beaucoup plus positive sur votre marché? Est-ce que vous êtes convaincu de ça? Oui. Est-ce que vous me faites confiance, monsieur le client? Oui. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui nous sépare d'un accord? Est-ce que c'est uniquement la partie budgétaire? Est-ce que c'est simplement le fait que c'est le budget qui est un petit peu trop élevé par rapport à votre enveloppe budgétaire? Oui. Donc si je comprends bien, la seule chose qui fait qu'aujourd'hui on ne travaille pas ensemble, c'est le prix. Si aujourd'hui j'étais capable de faire rentrer l'enveloppe budgétaire dans les budgets de X milliers d'euros que vous me donnez, on travaillerait ensemble? Oui. Eh bien écoutez, j'ai une bonne nouvelle. Vous avez la possibilité de vous faire prendre en charge une partie de cette formation. Et donc, si on déduit la prise en charge que vous pourrez avoir grâce à l'OPCA, ça rentre dans votre budget. Là, ça devient un argument de vente de signature. Mais ce n'est pas ce que tu mets en avant en premier lieu. Pour moi, la prise en charge, c'est ni plus ni moins que quelque part l'effet de levier qui va amener la vente. Ou alors la cerise sur le gâteau. Il y a plein de façons de l'utiliser, mais c'est toujours en dernier recours. Ça, c'est ma croyance personnelle. Quand j'étais dans la vente de systèmes en énergie renouvelable, mes clients pouvaient avoir un crédit d'impôt. Le crédit d'impôt, je ne l'annonçais jamais au début. C'était pas mon argument de vente. Pourquoi? Parce que si mes clients l'achètent uniquement pour le crédit d'impôt, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient conscients que, 1, ils vont faire des économies grâce à moi, et 2, ils vont se sentir mieux dans leur habitation parce qu'ils auront un système de chauffage beaucoup plus agréable. S'ils ont validé ça, le crédit d'impôt, c'est juste quelque part, un élément qui va me faciliter la vente. C'est juste quelque chose qui va me permettre d'apporter une bonne nouvelle à mon client. Point. Voilà Valérie, j'espère que ça t'aide dans ta démarche. Et si tu as des questions, si tu as des interrogations par rapport à ça, eh bien fais-le moi savoir et je t'apporterai un éclairage complémentaire. Qu'est-ce que vous en pensez pour ceux qui sont présents? Est-ce que ça vous paraît pertinent? Est-ce que ça vous parle ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que ça vous donne des nouvelles idées? Même peut-être pour vous, est-ce que ça vous donne des idées complémentaires? Ça, c'est quelque chose de très important, le fait que quand on a une facilitation financière, il ne faut pas que ce soit un argument, pour donner au client l'envie d'acheter, il faut que ce soit un argument de décision, en fait, un argument de dernier recours. Voilà, ça j'en suis convaincu. Hello Adrien, c'était au top. Écoute, merci, un fidèle de la hotline, ravi de te voir encore parmi nous Adrien. Le temps que je vous laisse peut-être poser des questions que vous avez. Je vais prendre une gorgée, je sens que j'ai la gorge qui commence à s'assécher. C'est un mot pas facile à dire. Les chaussettes de l'archi du sèche sont-elles sèches? Non, tu vois, j'y arrive pas. Mimi. Fabuleux, merci Benoît. Bah écoute, si tu penses que ça peut t'aider, c'est le principal. Je vous donne vraiment ça part un petit peu dans tous les sens parfois parce que j'ai plein d'idées qui me viennent, mais je vais vous donner le meilleur, les choses qui moi en termes de démarche de vente, j'utilise depuis des années. Avant, j'avais tendance effectivement, au tout départ quand je commençais, j'avais tendance à mettre le crédit d'impôt. Pourquoi? Parce que je me disais, oh c'est génial, et j'avais peur que mon client me trouve cher. Et on a tous peur que notre client nous trouve cher. Et donc du coup très rapidement, on grille nos cartouches.
les arguments de vente où on sait que ça va pouvoir finalement aider notre client à prendre sa décision, ce sont comme des flèches dans notre carquois. Et si on a peur que quelque part, eh bien, on est trop cher, on a tendance à utiliser toutes nos flèches d'un seul coup. Et quand notre client nous dit, j'hésite, on n'a plus de flèches dans notre carquois. On n'a plus rien finalement pour négocier quelque part le fait de lui donner envie de nous dire oui. Alors que si on garde jusqu'au dernier moment toutes nos flèches, déjà, on va vraiment prendre le temps de bien viser dans le centre de la cible de notre client pour lui dire, ça c'est l'argument massu, l'argument précis qui va lui donner envie de me dire oui. Voilà, donc si je fais une petite synthèse. J'ai répondu à la question de Véronique sur son site web, sur finalement qu'est-ce qui était important de mettre en avant directement sur sa page d'accueil. Ça, on l'a vu dans la hotline du freelance, qu'il faut mettre en avant finalement, tout de suite les éléments concrets qui vont permettre à notre visiteur tout de suite de savoir si c'est intéressant ce que l'on propose pour lui ou pour quelqu'un de notre réseau. Deuxièmement, l'appel à l'action à la forme impérative, que ce soit pour qui nous laisse son adresse email, que ce soit pour qu'il nous contacte par téléphone, qu'il nous envoie un email, qu'il aille voir une vidéo, qu'il aille lire un de nos articles de blog, peu importe. L'appel à l'action doit être clair et ambigu, comme le dirait un ami à moi. Mince. Oh punaise, décidément, tu vois, je suis trop dans l'énergie et du coup, mon cerveau bug. Clair et ambigu à l'impératif. Voilà. Laissez-moi un commentaire, appelez-moi à tel numéro, regardez cette vidéo. Entrez votre prénom et votre email pour récupérer cette vidéo offerte en bonus, peu importe, à l'impératif. Deuxième chose, la notion de peur d'entreprendre. On a tous peur, mais si on voit uniquement la peur comme un signal qui nous dit attention, c'est important pour toi, mets en place les actions qui vont te permettre de te donner le maximum de chance et tout ce qui est important pour toi se trouve derrière la peur, donc fonce. Voilà, on a vu ça également. On a vu que ce qui est important pour nos clients, aussi bien pour Cédric que pour Valérie, ce n'est pas ce que l'on fait pour eux, ce n'est pas les moyens qu'on met en place pour eux, ce sont les résultats qu'on leur apporte. Et donc, si on veut faire en sorte que notre prospect ait envie de nous dire oui, sans qu'on ait besoin de lui vendre, sans qu'on ait besoin de le convaincre, il faut centrer notre démarche sur ce que l'on apporte à notre client. Et finalement, tout ce qui concerne les arguments financiers comme des prises en charge, des crédits d'impôt, des bons d'achat particuliers, je ne sais pas ce que vous pourriez mettre en place, ce ne sont pas les arguments qu'il faut mettre en avant au départ, ce ne sont que des cartouches qui doivent vous permettre d'obtenir l'accord, ni plus ni moins. Alors Benoît, doit-on faire partie de ton programme pour bénéficier d'une analyse de page comme tu l'as fait aujourd'hui? Alors, une analyse, je dirais, globale, rapide comme je l'ai fait, non. Tu peux me la poster dans la hotline des freelances. Je vais prendre quelques minutes pour le faire comme je l'ai fait pour Véronique, pardon. Voilà, si après tu veux une analyse vraiment plus approfondie, où là on passe du temps ensemble, oui, il faut effectivement faire partie de mes programmes. Mais quand ça rentre dans le cadre de la hotline des freelances, non, il n'y a pas besoin. C'est quelque chose que je fais avec grand plaisir pour aider aussi. C'est ma façon de contribuer quelque part sur mon marché, de vous aider de manière gratuite entre guillemets, directement de cette manière-là. Je vous demande une petite seconde, j'entends que ça crie de ce côté. Laissez-moi vos questions. Laissez-moi vos questions le temps que j'aille gérer, j'espère qu'ils sont pas en train de se battre, donc je vais aller voir ce qui se passe à côté, et puis je reviens dans une seconde et je répondrai aux questions qui seront présentes et on pourra ensuite clôturer la hotline des freelances. À tout de suite. Hop là, me revoilà. Ça y est, il n'y avait pas de sang, tout allait bien. Le partage de feutre, vous voyez, quand il y a 3 enfants et qu'il y a un pot de feutre, eh bien généralement c'est souvent synonyme de dispute. Alors, je vais regarder maintenant les questions en direct. Très intéressant et pertinent, tu mets des mots sur ce que je dois faire, je vais donc suivre tes conseils. Eh bien, écoute Caro, avec plaisir. Avec plaisir. Merci dit Benoît, écoute, merci à toi. Voilà pour cette hotline un petit peu spéciale, entrecoupée avec effectivement les interventions des enfants.
J'espère en tout cas que ça vous a été utile, que ça vous a plu. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien écoutez, je vais rendre l'antenne. Je vous laisse encore 1 minute pour ceux qui aimeraient avoir une réponse. Et puis sinon, je vous dirai à la semaine non pas la semaine prochaine justement. J'en profite, il n'y en aura pas la semaine prochaine parce que la semaine prochaine je pars en vacances avec ma petite famille. Et donc du coup il n'y aura pas de hotline exceptionnellement vendredi prochain. Ce sera donc vendredi dans 2 semaines. Voilà. Donc vous avez 2 semaines si vous souhaitez pouvoir poser vos questions. Il y a le numéro de la hotline des freelances qui est le 09 86 32 20 32. Je répète 09 86 32 20 32. C'est la boîte vocale des freelances. Donc vous pouvez laisser votre question sur cette boîte et moi ça me permettra de vous y répondre ou par email si vous le voulez. Mais vous mettez bien dans l'objet de l'email dièse LHDF, je vous le mets ici dans le chat. Vous mettez dièse LHDF ou alors vous pouvez poser votre question. Non, le plus simple, non, on va faire comme ça parce que au début je voulais uniquement faire la boîte vocale pour avoir les messages vocaux. Après, quand vous avez des questions, vous voulez montrer des choses par écrit, c'est plus simple, pas par email. Plutôt sur sur Facebook. Vous me taguez en fait dans Facebook et vous mettez le dièse LHDF. Ça me permettra comme ça de les retrouver plus facilement. Voilà, ce sera mieux. Véronique, pour un premier webinaire, conseilles-tu de faire une version test sur une petite partie de la liste, sachant qu'elle est déjà acquise, ou de faire le grand saut? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, je te remercie de la poser. Moi, je suis en train de réfléchir à comment j'ai fait à chaque fois. J'avais pas une grande liste. Après, tout dépend de la taille de ta liste. Si tu as une liste effectivement de 1000 personnes, de 2000 personnes, ou 10 000 ou 20 000, peu importe, et que tu dis, voilà, je veux faire un premier test de vente pour tester l'offre, pourquoi pas? Ça peut avoir du sens. Parce que si effectivement c'est la première fois que tu fais un test sur une nouvelle offre et que tu veux effectivement pouvoir l'optimiser au tout départ, oui. Maintenant, là où je réfléchis, c'est que pour que ton test en vaille la peine, il faut qu'il y ait quand même un certain volume critique entre guillemets. Parce que si tu démarres uniquement avec 10 personnes ou 20 personnes ou 30 personnes, il faut démarrer, c'est très bien et c'est ce que je conseille toujours aussi dans la stratégie de développement, c'est toujours de démarrer petit. Mais si tu as une liste grande, il faut quelque part que tu puisses t'en servir aussi de ça pour avoir un certain volume critique de test. Et si au contraire effectivement tu as une toute petite liste, moi ce que je ferais c'est que je le ferais à toute la liste et de le faire plusieurs fois. De toute façon, dans la stratégie de webinaire, et ça c'est quelque chose auquel je crois vraiment, c'est pas un webinaire qui va te rendre millionnaire ou c'est pas peu importe, mais qui va faire exploser le business. C'est le fait d'avoir une stratégie sur les webinaires, mais de manière constante. Donc c'est de faire un webinaire par exemple toutes les 2 semaines et après pourquoi pas toutes les semaines qui va te permettre de développer et de faire croître ton entreprise de manière significative. Moi c'est la stratégie que j'utilise et c'est pas un seul webinaire qui fonctionne. C'est un webinaire puis un autre puis un autre puis un autre. Donc pour répondre à ta question de manière concrète, si tu as une grande liste et que tu veux faire un premier test et que tu peux avoir un certain volume critique d'avoir, je sais pas, au minimum une centaine de présents lors de ton premier webinaire pour faire un vrai test, oui. Si tu n'as pas une grande liste, moi je le ferai sur toute la liste. Voilà, c'est comme ça que moi je ferai. Est-ce que ça répond à ta question, Véronique? Quelle est la taille de ta liste en fait? Peut-être que ça sera le plus simple comme ça en fait. J'attends de voir ta réponse arriver. Alex, tu me dis super hotline, tu m'inspires de nouvelles idées à chaque fois. Écoute, super. Merci beaucoup pour ce retour, Alex. Ravi que ça puisse t'inspirer. Attends, je vois pas les questions arriver. Je vais regarder sur cette page si je suis bien à jour au niveau des commentaires. Oui, c'est bon. Vanessa Greg, merci David, premier live pour nous, d'habitude nous regardons en replay mais encore mieux en direct. Écoute, bienvenue Vanessa en direct pour cette première, merci de ta présence, merci beaucoup. Ok, merci pour l'info, 300 personnes. 300 personnes, moi je le ferai directement parce que tout dépend après de tes taux d'ouverture. En fait, tout dépend de tes taux d'ouverture et de tes taux de clics. Mais regarde, si on prend un chiffre...
si on analyse la chose d'une manière purement marketing et mathématique, en fait, si tu as aujourd'hui 300 personnes sur ta liste et que tu as un taux d'ouverture, considérons un bon taux d'ouverture, allez, on va être ultra généreux, de 70%. Un super taux d'ouverture. Alors après, tout dépend. Si c'est une liste vraiment client très réactive, etc., tu peux avoir plus. Mais d'ailleurs, plus la liste est petite, plus le taux est réactif. Mais admettons, allez, 70% d'ouverture. Tu pourras refaire les chiffres avec tes propres critères, c'est parce que tu dois certainement les connaître. Mais là, c'est juste pour l'exemple. 3 x 7, 21. Ça veut dire que tu vas avoir 210 personnes qui vont cliquer sur ton email et qui vont arriver sur ta page d'inscription à ton webinaire. Admettons que ta page d'inscription à ton webinaire, là encore, convertisse très bien, qu'elle convertisse à 80%, ce qui est énorme. Mais je pars du principe qu'elle convertit de manière énorme parce que c'est une petite liste, qu'elle te connaît bien et que c'est une liste très réactive. Admettons 80%. Alors cette fois-ci, je vais prendre la calculatrice du lycée. Alors 210 fois 0,8, tu vas avoir 168 personnes qui vont s'inscrire. Donc très bien. Sur ces 168, donc là, ça c'est clic. Et encore, ouais non, attention. Là je suis à 70% de taux de clic. C'est énorme, c'est encore pire. Mais partons de ce principe-là qu'il y a 70% de taux de clic sur ton email. Donc tu vas avoir 210 clics qui vont arriver sur ta page d'inscription. Ta page d'inscription convertie à 80%, tu vas avoir 168 inscrits. Mais sur les inscrits, tout le monde ne participera pas. Admettons que tu as un taux de participation la moyenne est autour de 30%. Admettons que tu as un taux de participation de 40%. 40%, 168 fois 0,4, ça veut dire que tu auras 68 personnes présentes. Tu vois? Donc avec ta liste de 300 personnes, avec ces taux-là, tu auras grosso modo, tu peux espérer avoir 68 présents. Tu pourras faire peut-être mieux, parce que si tu as un meilleur taux de participation, etc., ça sera peut-être mieux. Mais en tout cas, si on regarde de manière les choses objectives, viser 68 présents, c'est déjà bien. Et tu vois, si tu divises ta liste en deux pour faire un test, tu divises en deux le nombre de présents. Voilà. Donc sur 300 personnes, moi je ferai la totalité. Est-ce que ça t'est clair, Véronique? Est-ce que ça répond précisément à ta question? Box Locavor et autres pépites des Hauts-de-France. Joli prénom. Bonjour David, super ravi de te retrouver ce vendredi matin. Eh bien écoute, avec plaisir. Ravi de pouvoir également te retrouver sur la hotline des freelances. Voilà, ça c'est la mécanique de pensée qu'il faut avoir tout le temps. C'est que quand on envoie une communication à une audience, ce sera jamais 100% de notre audience qui sera réactive et qui va faire finalement l'action que l'on leur demande de faire. Et c'est normal. Et donc d'avoir ce mode de pensée, je dirais dégressif, en sachant que sur les emails que je vais envoyer, il y en aura certes, tout le monde ne va pas ouvrir, tout le monde ne va pas cliquer, parmi ceux qui vont cliquer, tout le monde ne s'inscrira pas, parmi ceux qui seront inscrits, tout le monde ne participera pas. Et encore une fois, si tu vends quelque chose à la fin, là encore, on peut aller encore plus loin. Si tu as 68 présents et que tu fais une offre à la fin, si tu pars sur un principe de 10% de conversion qui est un très bon taux, enfin très bon, c'est pas un taux génialissime, mais je veux dire 10% c'est bien, si tu arrives à avoir 10% ce sera très bien. Ça veut dire que tu vas avoir, 6, 7 ventes. Voilà. Voilà grosso modo l'idée. Oui, c'est clair, merci beaucoup, je te tiendrai au courant. Eh bien écoute, avec plaisir, Véronique, avec grand plaisir. Voilà, eh bien écoutez, on va arriver quasiment à 1 heure de hotline. Merci à tous encore pour votre présence. Et j'espère que encore une fois, ça vous aura été utile. On se retrouve donc pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, il n'y aura pas la hotline. La prochaine édition sera donc dans 2 semaines. Je vais juste valider que tout est OK également de ce point de vue-là. Hop, que je vous donne les bonnes dates. Yes, c'est ça. La prochaine hotline, donc ce sera le 24 février à 9h30. On se retrouve. Vous avez donc 2 semaines pour laisser les messages. 1 heure de hotline, mais bien investi, dit Patrick. Eh ben, écoute, merci, ça me fait plaisir. Parce que comme je le dis aussi souvent,
je pense que le temps est la ressource la plus importante de notre vie. Donc si vous investissez du temps avec moi, ben ça m'honore vraiment parce qu'une heure de passé, c'est une heure qu'on ne retrouve pas. Donc je veux être sûr que le temps à chaque fois que vous passez du temps avec moi soit un temps bien investi. Donc si effectivement c'est bien le cas, merci pour ça, c'est le but et ben je te remercie en tout cas de me faire ce feedback. À dans 15 jours, dit Ophélie. Eh ben oui, à dans 15 jours. D'ici à ce qu'on se reparle vendredi dans 15 jours, comme d'habitude, osez, soyez vous-même et réalisez-vous pleinement chaque jour. À très bientôt.